Donc là, sur la feuille, je noterai plutôt les grandes idées. On va commencer par revoir brièvement la méthodologie du cas pratique. Pour rappel, le syllogisme juridique. Donc normalement, un syllogisme juridique, ça commence par un résumé des faits et ensuite vous posez votre question de droit, puis vous mettez en place un syllogisme juridique. Sachez que pour le partiel, pour votre sujet, vous n'avez pas besoin de faire un résumé des faits et la question de droit est déjà posée. Donc en gros, vous n'avez que à mettre en place votre syllogisme juridique à chaque question qui vous est posée. Dans ce sujet d'examen blanc, celui qu'on corrige aujourd'hui, chaque cas présentait plusieurs questions, et en fait, les questions étaient censées amener à ne rien oublier dans le syllogisme. Dans votre sujet d'examen, vous n'aurez qu'une seule question, et donc il faudra vous poser toutes les questions intermédiaires pour arriver au résultat. Et être sûr de ne rien oublier, c'est-à-dire qu'il faudra penser par vous-même à définir, poser les principes, poser les exceptions, poser les sanctions à chaque situation dès lors que eh bien, il y a principe, exception, sanction. Peut-être qu'éventuellement il n'y en a pas. D'autre part, autre précision concernant le sujet d'examen, il y a, je le précise par gentillesse, il y a une question piège. Il y a une question dans laquelle il faudra réfléchir un petit peu plus que les autres. C'est la question qui vaut le plus de points. Je n'en dis pas plus et je vous laisserai seul juge au moment de l'examen. Bref. Commençons donc par un petit rappel méthodologique du cas pratique. Donc je vous le rappelle, un cas pratique, un syllogisme juridique, ça se fait en 3 temps, une majeure, une mineure et une conclusion. Globalement, la majeure, je sais qu'on l'a déjà vu, mais je le répète, mais la majeure, c'est d'établir une règle de droit, de dire que la règle de droit, ce sont des conditions qui posent des effets et éventuellement des sanctions. La mineure, c'est de vérifier que les faits correspondent aux conditions. Et donc, la conclusion, c'est de dire que si les faits correspondent aux conditions, eh bien, les faits correspondent aux effets. Et si jamais les faits ne correspondent pas aux conditions, eh bien, potentiellement, ils peuvent amener à la sanction. Ça dépend comment vous voyez les choses, en fait. Soit vous considérez, par exemple, en termes de droit d'auteur, que les effets, par exemple, de la cession de droit, d'une cession de droit licite, ça va être de pouvoir utiliser l'œuvre, et si la cession de droit est illicite, ça sera une sanction. Mais dans le cas des infractions pénales, en fait, les effets sont les sanctions. Donc, voilà, bref. Globalement, retenez cette idée que dans la majeure, on pose la règle de droit, on définit la règle de droit, on définit les conditions, on définit les effets, on définit la sanction. Éventuellement, quand il y a des exceptions, on définit aussi les exceptions qui sont susceptibles de s'appliquer. Je parle bien des exceptions susceptibles de s'appliquer, puisque typiquement en termes de droit d'auteur, vous avez un total de 11 exceptions, 13 maintenant, 11 exceptions qui sont susceptibles de s'appliquer à des situations diverses en mettant en œuvre le droit d'auteur, mais dans le cas pratique que vous allez avoir, notamment dans ce cas pratique blanc, il n'y avait qu'une seule exception qui était susceptible de s'appliquer, donc ce n'était pas du tout la peine de parler des 10 autres exceptions qui n'avaient rien à voir avec le sujet. Bref, on va commencer, alors il me semble qu'on l'avait peut-être déjà vu rapidement en cours, la première situation, mais c'est pas grave. On va commencer par la première situation. En fait, cette première situation, il y a une première question, un premier syllogisme qui n'est pas dans la question, qui était un peu... Alors oui, pour comprendre, en fait, ce cas pratique blanc, c'est en fait un sujet d'examen de l'année dernière qui finalement n'a pas eu lieu. Puisque le sujet a leaké avant la date de l'examen. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est faisable en 2 heures. Et comme le sujet de cette année, je me suis absolument assuré qu'il était faisable en 2 heures. Et vous verrez normalement, la correction de ce sujet-là ne devrait pas prendre plus d'1 heure, éventuellement 1 heure et quart si vous avez beaucoup de questions. Mais dans l'idée,
Normalement, en 1h45, vous êtes capable, si vous connaissez très bien votre cours, de faire ce cas pratique et de faire le cas pratique de l'examen. Bref. Entamons, premier cas, donc il y avait une première question qui n'était pas posée, qui était un peu une question bonus. Cette question, c'était tout simplement la question de savoir si les contenus en question, alors je pars du principe que vous connaissez plus ou moins le sujet, hein, mais la question c'était de savoir si les contenus en question étaient protégeables par le droit d'auteur. Avant de savoir si on met en œuvre des prérogatives de droit d'auteur, la première question, c'est toujours de savoir si c'est protégeable par le droit d'auteur. Alors parfois, c'est pas la peine de se poser la question quand c'est évident dans le sujet, quand c'est donné dans le sujet que ce sont des contenus protégés par le droit d'auteur. En l'occurrence, ça ne l'était pas vraiment. Et on va poser donc notre premier syllogisme, qu'on va essayer de faire toujours sous forme schématique. Alors évidemment, moi je ne vais pas rédiger parce que flemme et que ça fait des bruits de clavier désagréables pour vous, mais vous, dans votre examen, vous allez évidemment rédiger en entier vos réponses. Donc, première question, est-ce que les contenus sont protégés par le droit d'auteur? Pour répondre à cette question, on est obligé de poser la règle de droit dans la majeure. La règle de droit, elle dit quoi? Elle dit tout simplement que le droit d'auteur protège les créations de formes originales dont l'auteur est une personne physique. Donc, création de formes originales plus auteur personne physique égale œuvre de l'esprit. Effet, condition. On est obligé de définir les critères, donc c'est-à-dire les critères de forme, les critères de l'originalité et éventuellement le critère de la personne physique, même si celui-là, en théorie, il n'y a pas vraiment besoin de l'expliquer. Vous pouvez juste dire que la jurisprudence refuse de considérer les personnes morales comme auteurs, et vous pouvez l'expliquer en disant, voilà, ça peut être qu'une personne physique à cause du critère de l'originalité, mais il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Donc, pour rappel, hein, la définition de l'originalité, ça va être l'empreinte de la personnalité de l'auteur, ça c'est la vision traditionnelle, et la vision de l'Union européenne, c'est les choix libres et créatifs de l'auteur. Ensuite, concernant la condition de forme, vous expliquez que la forme, c'est la forme sensible. La forme doit être perceptible par les sens et que, peu importe la forme, vous savez, les éléments qui sont indifférents, il y a la forme, et donc, peu importe la forme, il faut malgré tout qu'il y ait une forme. Okay, donc là, on a nos trois éléments. On a donc défini la forme, défini l'originalité, défini le critère de l'auteur personne physique, et on a expliqué que une fois qu'on a ces conditions réunies, on a une œuvre de l'esprit qui ouvre le droit à la protection par le droit d'auteur. Du coup, dans la mineure, on va vérifier si on a bien une création de forme, si on a la condition de forme. Donc oui, ces vidéos sont des vidéos, donc on a bien une forme sensible, perceptible par les sens. Est-ce que l'auteur est une personne physique? A priori, oui. L'auteur, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Emmanuel, voilà. Emmanuel est bien une personne physique, a priori. Le seul critère qui pose un doute, c'est celui de l'originalité. On n'a pas assez d'informations pour savoir si ces vidéos sont originales. Et on est obligé, dans la mineure, de dire, voilà, on ne sait pas si ces vidéos sont originales. On n'a pas assez d'informations. Ce qui amène à poser une conclusion en demi-teinte. C'est-à-dire de dire, eh bien, dans un premier temps, on a bien 2 conditions sur 3 qui sont remplies, des créations de formes avec un auteur personne physique, et en fonction de l'originalité de ces vidéos, de chaque vidéo, donc en fonction de est-ce qu'il y a bien des choix libres et créatifs dans ces vidéos, est-ce qu'il y a bien l'empreinte de la personnalité de l'auteur dans ces vidéos, celles-ci seront considérées comme des œuvres de l'esprit, et donc pourront être protégées par le droit d'auteur. Alors, je sais que, comme d'habitude, je parle extrêmement vite. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à m'interrompre, etc. Aucun problème là-dessus. Est-ce que pour l'instant, c'est bon pour vous? Et évidemment, je suppose que vous avez tous un peu la flemme d'activer vos micros, donc je me contenterai de réactions type pouce en l'air si jamais ça vous paraît compréhensible. Oui. Oui. Ok, très bien. Super. Bon, et si c'est parfait pour tout le monde, on va pouvoir attaquer la correction
du cas pratique en lui-même. Donc, les questions étaient quelle est la prérogative patrimoniale qui serait mise en œuvre sans le consentement de l'auteur? Est-ce qu'il y a une exception applicable? Et la question des sanctions applicables également. Donc, dans cette situation-là, on va supprimer ça, le syllogisme toujours utiliser la méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on part du plus large pour arriver à l'élément le plus précis, et donc le syllogisme, c'est de dire que le droit d'auteur confère des prérogatives morales et patrimoniales à l'auteur, que les prérogatives patrimoniales se scindent en deux catégories, droit de représentation et droit de reproduction, et qu'à travers ces deux prérogatives, eh bien, le droit d'auteur permet au titulaire d'avoir un monopole, un pouvoir quasi absolu sur sa création. Ça, c'est un peu une espèce de phrase d'accroche dans votre majeur. Ensuite, vous expliquez la reproduction, c'est-à-dire le droit de reproduction qui est défini à l'article L122-3 du Code de la propriété intellectuelle. Donc la définition, elle est dans votre cours, elle est dans le PowerPoint, qui est sur le Teams. Donc la reproduction, c'est la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé qui permet de communiquer l'œuvre au public, d'une manière indirecte. Bref, vous expliquez, en gros, fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé qui permet une communication de l'œuvre, qui est susceptible de permettre la communication de l'œuvre. Petite précision, évidemment, sur ce genre de définition, si vous ne l'avez pas au mot près, c'est pas grave, hein. Pareil, j'attends pas les articles, je vais me permettre de faire un petit détour, mais j'attends pas les articles. J'attends par contre, en tout ce qui concerne les sanctions, j'attends que vous connaissiez toutes les sanctions, c'est-à-dire les peines d'emprisonnement, les peines d'amende, ce genre de choses. Les définitions, vous devriez les connaître dans les grandes lignes. Quand c'est une définition de 3 lignes, enfin de 3 mots, c'est pas compliqué, genre empreinte de la personnalité de l'auteur, choix libre et créatif, ça, faut connaître les expressions en entier. Par contre, les définitions du droit de reproduction ou du droit de représentation ou la définition de la diffamation, c'est pas grave si vous l'avez pas au mot près. Ce qui est important, c'est de retenir l'idée, le concept derrière. Concernant les lois, pas besoin de connaître les lois, éventuellement l'année si vous voulez, mais c'est pas hyper important. Concernant les jurisprudences, pareil, hein, c'est des trucs qu'on a déjà vu en cours, mais je me permets de le répéter. Concernant les jurisprudences, celles qui ont un nom, celles dont je vous ai donné le nom, je veux que vous reteniez le nom. Celles qui n'ont pas de nom, juste une date, idéalement, il faut retenir la date, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que vous ne perdrez pas de points à ne pas me donner la date, tant que vous retenez les principes qui sont donnés par la jurisprudence. Non. Idéalement, évidemment, les meilleures copies auront toutes les informations, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas vous taper un 4 sur 20 parce que vous avez oublié la date de 3 jurisprudences dans votre devoir. C'est pas du tout ça qui m'intéresse tant que, effectivement, vous avez bien compris qui dit quoi. Quel principe est légal, quel principe est jurisprudentiel, quel principe est doctrinal, etc., etc. Donc, je continue. Droit de reproduction, donc, vous donnez la définition du droit de reproduction, vous expliquez que la jurisprudence permet de comprendre que cette reproduction, elle peut être totale ou partielle, que cette reproduction, elle peut être gratuite ou onéreuse, et que cette reproduction, elle peut être temporaire ou pérenne. En gros, vraiment, cette reproduction, le droit de reproduction est extrêmement large. Si vous voulez être vraiment exhaustif, et voilà, vous expliquez que eh bien, le droit de reproduction, c'est un droit qui a une grande capacité d'adaptation, qu'il a su s'adapter au numérique, puisque la copie d'un support numérique sur un autre support numérique, c'est de la mise en œuvre du droit de reproduction, que prendre en photo une œuvre de l'esprit, c'est la mise en œuvre du droit de reproduction, etc., etc. Et voilà, en expliquant aussi que la reproduction, même temporaire sur un ordinateur, en théorie, est de la mise en œuvre du droit de reproduction. Et donc, à chaque fois que vous avez une mise en œuvre du droit de reproduction, tous ces actes de reproduction sont soumis à la nécessité d'une autorisation écrite préalable du titulaire des droits.
et donc éventuellement à une rémunération du titulaire des droits, et ce pendant toute la durée du monopole de l'auteur, c'est-à-dire jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, il faut cette autorisation. Donc là, on a défini globalement tout le principe. Vous voyez, c'est assez long quand même, c'est assez dense, hein, mais globalement, on a défini tout le principe, ce qui nous amène à la sanction, c'est-à-dire si jamais on n'a pas l'autorisation de l'auteur, eh bien, on devient, dans les faits et aux yeux de la loi, un contrefacteur, c'est une mise en œuvre illicite, c'est une utilisation, pardon, illicite de l'œuvre de l'esprit, et donc contrefacteur, peine d'amende, peine d'emprisonnement, sanction, et ensuite on parle de l'exception. L'exception, c'est quoi? Quelle exception est susceptible de se mettre en place? C'est l'exception, ça je suis presque sûr qu'on l'a vu en cours, enfin on avait corrigé ça en cours, mais c'est pas grave. L'exception qui se met en place, c'est l'exception de copie privée. Donc, pour amorcer sur l'exception, dans votre majeur, vous dites, bah voilà, il existe plusieurs exceptions prévues par la directive 2029, qui ont été transposées en droit interne à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. La directive 2029 ne prévoyait qu'une seule exception obligatoire, dont la transposition était obligatoire, c'est l'exception de copie transitoire ou de copie cache, et enfin de reproduction provisoire, copie provisoire c'est pareil, de reproduction provisoire de copie cache, qui est donc la reproduction temporaire et purement technique d'une œuvre de l'esprit, et donc cette reproduction temporaire et purement technique doit être faite dans le cadre d'une utilisation licite de l'œuvre. Vous avez donc une définition qui est donnée de l'exception, et là on a tout dans la majeure. On a définition du principe, enfin on a principe, définition du principe, sanction, exception, tout a été bien défini et on peut donc passer à la mineure. Dans la mineure, on regarde, est-ce qu'on est bien sur une mise en œuvre du droit de reproduction? Est-ce qu'on a un acte de reproduction? Eh bien oui, le sujet vous dit qu'il y a une reproduction temporaire qui s'effectue sur la machine des utilisateurs. Donc en théorie, c'est bon. Cependant, cette reproduction, elle est temporaire et elle est justifiée par la technique. Elle est rendue nécessaire, pardon, par l'aspect technique de la reproduction, et on arrive à la conclusion, tout simplement, de dire, eh bien, on devrait en théorie avoir une mise en œuvre du droit d'auteur, mais on rentre dans l'exception de reproduction provisoire. Il n'y a donc pas de contrefaçon, et tout simplement, voilà, il n'y a pas de contrefaçon, on est dans la mise en œuvre d'une exception au droit d'auteur, qui est celle de l'exception pour reproduction provisoire. Est-ce que c'est toujours à peu près clair pour vous? Oui. Ok. Ok, super, super. Et donc, on va pouvoir passer à la situation 2, qui était... Alors, je précise, hein, mais ce sujet d'examen, c'est vraiment un espèce de cas d'école. Les questions étaient pas très compliquées, il y avait beaucoup de choses à dire, mais c'était des trucs qu'on a vraiment vus en cours. J'ai pas posé de questions pièges dans le sujet blanc. Mais cette année, c'est un tout petit peu différent. Bref, deuxième cas pratique, pareil, on est sur le deuxième thème de l'année, la protection des données à caractère personnel. Donc, plusieurs questions. Première question, qu'est-ce qu'une donnée personnelle au sens du RGPD? C'est vraiment la première étape du syllogisme, c'est-à-dire donner la définition. Les principales conditions de licéité, ben voilà, on est dans la phase de la majeure, quelles sont les conditions pour quels effets? Et enfin, est-ce que le traitement est licite? C'est tout simplement la conclusion du syllogisme, oui, non, et pourquoi. Alors, première étape, donc, dans la majeure, pourquoi c'est écrit un tout petit?
Dans la majeure, on donne la définition des données à caractère personnel, c'est-à-dire la définition donnée par le RGPD, à savoir toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. C'est l'article 4 du RGPD qui vous le dit. La définition n'est pas très compliquée, mais nécessaire de préciser. Alors attendez, hop, données perso, plus préciser qu'est-ce qui est une personne identifiable, c'est-à-dire une personne qu'on peut identifier directement ou indirectement par référence à un identifiant. Donc c'est la possibilité de rendre la personne identifiée. Faut préciser donc tout simplement que c'est une donnée qui rend la personne soit identifiée, donc on sait déjà qui c'est, soit identifiable, on peut savoir facilement qui est cette personne. Donc définition données personnelles plus définition de la personne identifiable, première étape. Deuxième étape, tout simplement, quelles sont les conditions de licéité du traitement? Ça, on les avait évoquées, on en avait vu principalement deux assez dans le détail, et les autres n'avaient été que énoncées, et je crois d'ailleurs qu'elles sont aussi dans le PowerPoint. Mais globalement, vous avez l'article 6 du RGPD qui vous explique que un traitement de données à caractère personnel n'est licite que s'il répond à une des conditions prévues par l'article. Et parmi ces conditions, on avait vu qu'il y avait tout d'abord le consentement, on avait ensuite parlé de l'intérêt légitime, au-delà de ça, il y avait la sauvegarde des intérêts vitaux, il y avait le fait que les données soient nécessaires à l'exécution du contrat auquel la personne concernée est partie, et le fait que ce soit nécessaire à l'exécution d'une mission publique. Je crois que je viens peut-être de le dire, c'est pas grave. Ouais, donc il y a tous ces fondements possibles et il faut que ça réponde à au moins un de ces fondements. Donc en l'occurrence, on partirait plutôt sur l'intérêt légitime, mais c'est toujours bien de rappeler le principe du consentement. Donc on rappelle, le consentement, il faut qu'il soit libre et éclairé. Et ce consentement libre et éclairé, il faut qu'il se fasse par une déclaration ou un acte positif clair. Vous savez, c'était la fameuse question dont on avait parlé, pas de opt-in, enfin le système d'opt-in ou d'opt-out. Pour accepter le traitement des données à caractère personnel, il faut de l'opt-in et pas de l'opt-out. J'attends quand même, non, c'est bon, pas de questions. S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on en a bien parlé en cours, donc c'est parfait. Ensuite de ça, le traitement doit être loyal, je vous le rappelle, il y avait plusieurs principes. Donc il y avait la loyauté du traitement avec également la transparence du traitement. Les conditions sous-jacentes de la licéité, ça va être la loyauté et la transparence. Donc la loyauté, on définit ce que c'est que la loyauté, c'est le fait que la personne soit informée de l'existence de l'opération de traitement et de ses finalités. Avec cette idée également que, si jamais on ajoute une finalité a posteriori, il faut que la personne concernée soit informée de cette nouvelle finalité. On ne peut pas rajouter des finalités a posteriori sans en informer la personne concernée. Et le traitement doit être transparent, ça veut dire que le responsable de traitement doit expliquer clairement comment vont être utilisées les données à caractère personnel qui sont prélevées. Et globalement, c'est une obligation d'information de la personne concernée. Et cette information, elle doit se faire dans des termes qui sont clairs et simples. Et on en avait parlé de cette idée que c'est un peu compliqué et un peu hypocrite de demander aux responsables de traitement de mettre en place des explications claires et simples quand, le texte légal est lui-même assez compliqué, et deux, certains traitements de données sont par nature très complexes et rendent cette obligation assez difficile à mettre en œuvre. Bref. Et je me rends compte que je n'ai pas parlé de la définition de l'intérêt légitime.
alors que c'est clairement le thème du cas pratique. On n'est pas sur le consentement, on est sur l'intérêt légitime. Attendez, on va quand même noter ça. ICIT, donc on a article 6, donc consentement / intérêt légitime, etc. On a loyauté plus transparence. Et l'intérêt légitime, qui est le cœur du sujet, l'intérêt légitime, je vous l'avais dit, que c'était un peu cette espèce de fourre-tout qu'on retrouve dans le RGPD, que l'intérêt légitime, ça peut être l'intérêt du responsable de traitement ou celui d'un tiers avec lequel le responsable de traitement a un contrat, que ça peut être un intérêt économique, que ça peut être un intérêt scientifique. Bref, en gros, c'est un intérêt qui est juridiquement protégé. L'intérêt légitime, c'est un intérêt qui est juridiquement protégé et, alors c'est vraiment de la vulgarisation, mais et qu'on pourrait rattacher à une liberté fondamentale, comme la liberté de commerce et d'entreprendre, comme la liberté de recherche, comme, voilà, bref, ce genre de situation. Et il faut absolument, par contre, que cet intérêt légitime soit réel et présent. C'est-à-dire qu'au moment de la collecte, l'intérêt du responsable de traitement doit déjà exister. Il ne peut pas collecter des données à caractère personnel sur le fondement de l'intérêt légitime en disant « on en aura peut-être besoin dans 5 ans ». Pourquoi il y a des gens dans la salle d'attente ? Bizarre. Normalement, il suffisait de cliquer sur le lien pour revenir dans la réunion. Ou alors j'ai mal paramétré le... Attendez, 2 secondes. Voilà, non, possibilité d'ignorer la salle d'attente, oui. Qui peut présenter... non, ça, il n'y a que moi. Bizarre. Bon, j'espère qu'il n'y a personne d'autre qui a du mal à avoir accès à la réunion. Sinon, n'hésitez pas à me le dire. Bref, où est-ce que j'en étais? Oui, intérêt légitime, donc cet intérêt légitime qui doit être réel et présent. Et je crois que je vous avais donné l'exemple notamment de Facebook qui disait « Nous, on collecte vos données personnelles sur le fondement de l'intérêt légitime parce qu'on s'en sert pour de la recherche académique », que je vous avais déjà expliqué aussi que le RGPD prévoyait de lui-même que l'intérêt légitime, ça pouvait être un intérêt économique. Et donc, en gros, c'était de dire, si vous gagnez de l'argent grâce à ça, c'est effectivement un intérêt légitime, donc il n'y a pas besoin de demander le consentement. Vous pouvez passer sur le fondement de l'intérêt légitime, et c'est pour ça que l'intérêt légitime, c'était un peu le trou qui faisait couler le bateau du RGPD. Cependant, l'intérêt légitime ne peut être mis en œuvre, qu'après une balance des intérêts avec les droits fondamentaux de la personne concernée. Quand je le rappelle, cette balance des intérêts, c'est de vérifier que l'atteinte, là en l'occurrence que l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée ne soit pas disproportionnée. On va vérifier que l'atteinte est légitime, mais vu que c'est un intérêt légitime en théorie, c'est bon, que l'atteinte est bien nécessaire et que l'atteinte n'est pas et que l'atteinte est proportionnée. Et donc c'est surtout la question de la proportionnalité qui est en cause dans les hypothèses d'intérêt légitime. Et cette proportionnalité, on la comprend beaucoup mieux à travers des exemples archétypaux. Typiquement, je ne sais pas si je vous en avais parlé en cours, si on l'avait vu en cours, mais en gros, si on utilise une application, je ne sais pas, qui permet, oui, ça me dit vaguement quelque chose comme idée, mais si on avait dû le voir, mais typiquement les applications qui permettaient, grâce à une photo, de vieillir l'utilisateur en disant « Regardez, vous ressemblerez à ça dans 50 ans », si jamais ils expliquent dans leurs conditions d'utilisation que ils utilisent les données personnelles de l'image que vous fournissez pour le traitement de la photo, c'est normal, on est clairement dans un intérêt légitime, on est aussi surtout clairement dans un rapport contractuel, mais si jamais ils vous disent « on va aussi utiliser
on va récupérer toutes les données présentes sur vos téléphones, on va récupérer vos contacts, on va récupérer vos données bancaires, votre adresse mail, on va récupérer tous les comptes que vous avez sur toutes les applications de votre téléphone, on va savoir toutes les applications que vous utilisez, et grâce à ces informations, qu'on va pouvoir revendre à d'autres après, on va pouvoir maintenir la gratuité du service. Là, on est très clairement dans un intérêt qui est disproportionné, dans une atteinte qui est disproportionnée, puisqu'ils n'ont pas besoin de toutes ces données, et même si, effectivement, ça leur permet de maintenir la gratuité du service, le service proposé n'est pas suffisamment intéressant, n'est pas suffisamment utile pour que l'intérêt soit légitime et qu'on considère cette atteinte comme proportionnée. J'espère que cet exemple était à peu près clair. Et donc, tout simplement, dans la mineure, après, eh bien, on va vérifier si les conditions sont remplies. Est-ce que on est dans la collecte de données personnelles? Oui, on est effectivement, on s'est marqué dans le sujet, que la société collecte des données à caractère personnel sur le fondement de l'intérêt légitime, donc théoriquement bien prévu par l'article 6 du RGPD, et c'est précisé la finalité du traitement. Cependant, est-ce que le principe de loyauté et le principe de transparence sont réellement remplis? Ce n'est pas sûr. En réalité, ce n'est pas sûr, et ce sera d'ailleurs dans la conclusion, il faudra dire que ça penche plutôt vers le non-respect du RGPD, ce qui risquerait d'amener à la sanction que j'ai oublié. J'ai complètement oublié la sanction, c'est pas grave, elle est dans le PowerPoint, je vous laisserai aller vérifier. Globalement, donc, de vérifier, est-ce que la loyauté est remplie? Eh bien, on ne vous dit pas quel type de données à caractère personnel est utilisé, donc au niveau de la transparence, c'est pas ouf. On ne sait pas à qui ces données seront revendues. Donc, encore une fois, au niveau de la transparence, c'est pas ouf. Et ensuite, surtout, on est sur des données qui sont potentiellement des données sensibles. On l'avait vu en cours, la question des données sensibles, ça va être les questions, ça va être les données, biométriques, ça va être les données relatives aux origines de la personne, les données relatives à la religion de la personne, toutes ces données qui sont plus intimes que les autres et qui nécessitent, en théorie, un consentement spécifique, qui nécessite un consentement. Donc, globalement, on vérifie, condition, est-ce qu'on est bien sur un fondement prévu? Oui. Est-ce qu'on remplit la condition de licéité et donc les conditions sous-jacentes de loyauté et de transparence? Pas vraiment. Conclusion, eh bien, il y a de fortes chances que le traitement soit en réalité un traitement illicite et donc que la société soit sanctionnée. Et faut donner évidemment la sanction que j'ai complètement oubliée, mais c'est l'article 226-2. 226-2-1, je crois. Je suis pas sûr, j'ai un doute. C'est pas grave, je vous laisserai vérifier. Est-ce que pour l'instant, ça reste toujours à peu près clair? Oui. Alors, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Même on verra après à la fin de la correction du cas pratique, si vous avez des questions sur autre chose. On est aussi là pour ça. Alors, troisième situation, on était soit sur de la diffamation, soit sur de l'injure. Avec cette idée, avec ce critère de distinction entre diffamation et injure, qui va être, est-ce que les faits sont vérifiables ou non? Pour rappel, la distinction, le critère de distinction, c'est ça, et c'est une des raisons pour lesquelles l'injure est très peu sollicitée devant les juges, puisque la plupart du temps, les insultes sont en réalité des insultes dont on peut vérifier ou non les faits. Voilà. Blablabla, diffamation, injure. Voilà.
La diffamation, elle est prévue par la loi de 1881, je le rappelle, c'est l'article 29 qui vous définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. Donc ça, c'est la définition exacte. Je vous l'avais dit en cours, et il faut le faire ici, il faut définir certaines expressions. Il faut définir notamment la distinction entre l'allégation et l'imputation. Donc l'imputation, c'est une affirmation personnelle, tandis que l'allégation, ça va être le fait de reprendre des propos tenus par quelqu'un d'autre. Et il faut préciser également que l'atteinte à la considération, ça va être la volonté de troubler une position sociale ou une position professionnelle de la victime. Attendez, je vérifie le sujet. Oui, c'est bien ça, ok. On donne la définition de la diffamation, et ensuite on explique, parce que la diffamation, elle peut être publique ou privée, et donc on explique les critères de distinction entre la diffamation publique et la diffamation privée. Donc, c'est-à-dire, la diffamation publique, déjà, c'est un délit. La diffamation privée, c'est une simple contravention. La diffamation privée, ça va être celle qui est adressée à un petit nombre de particuliers, voire à un unique destinataire. Et on a globalement deux critères de distinction. Le premier critère, ça va être de dire que la diffamation publique, c'est celle qui a lieu dans un lieu public par nature, c'est-à-dire qui est un lieu accessible à un grand nombre de personnes. Et on précise, lieu accessible à un grand nombre de personnes, et c'est le fait qu'il y ait un grand nombre de personnes susceptibles d'être présents qui caractérise la diffamation publique. Donc, même si vous êtes dans un lieu public et qu'il n'y a pas grand monde, vous êtes quand même, en théorie, dans de la diffamation publique. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi la diffamation dans les médias est toujours de la diffamation publique, parce qu'un média est susceptible de toucher un grand nombre de personnes. Et on a en deuxième critère, qui va être un critère plus propre au numérique, qui est le critère du groupe de personnes liées par une communauté d'intérêts. Donc, en ligne, on a le critère de la communauté d'un groupe lié par une communauté d'intérêts, avec cette communauté d'intérêts qu'on définit comme une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés. Bref, l'idée qu'on est effectivement un petit groupe très soudé et très fermé, et que ce groupe-là ne empêche, entre guillemets, empêche l'information de circuler en dehors du groupe. Et donc, si jamais on a ces critères, si on a ce critère du groupe lié par une communauté d'intérêt qui est rempli, eh bien, on est sur de la diffamation privée. Tandis que si jamais ce critère n'est pas rempli, on est sur de la diffamation publique. Et donc, quelles sont les sanctions de la diffamation publique? On l'avait vu, hein, de mémoire, c'est 12 000 € d'amende pour la diffamation générale, 45 000 € d'amende pour un dépositaire de l'autorité publique, et c'est 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement pour de la diffamation en raison de l'origine, de la sexualité, du handicap, tous les critères qu'on a vus et qui sont présents, je le rappelle, hein, mais dans le PowerPoint que vous trouverez sur le Teams. Bien. Maintenant, est-ce qu'il existe des moyens de défense? Évidemment, oui, il en existe deux principaux, deux moyens de défense au fond. D'ailleurs, pour ça que je l'avais écrit, hein, c'est jamais oublier comment se défendre, quelles sont les exceptions, entre guillemets, à la mise en œuvre de ce principe. Deux moyens de défense, l'exception de vérité qui ne peut pas s'appliquer si jamais la preuve de la vérité des faits constitue une atteinte à la vie privée de la victime,
Et exception à l'exception, l'atteinte à la vie privée est légitime et justifiée dès lors que les faits dont la personne est accusée sont des faits notamment de pédopornographie, de pédophilie. Bref, des infractions qui sont très graves et on considère que vu que l'infraction est très grave, eh bien l'atteinte à la vie privée, on s'en fout. Donc ça, c'est la première exception, exception de vie privée. Deuxième exception, ça va être la preuve de la bonne foi de la personne qui est accusée de diffamation. Et donc cette preuve de la bonne foi, je vous le rappelle, elle se fait par 4 critères. Le premier critère, ça va être la légitimité du but poursuivi. Donc la légitimité du but poursuivi, il faut comprendre globalement que c'est par exemple la volonté d'informer, ce qui est généralement le cas dans les médias, hein, mais c'est la volonté d'informer sur un sujet important, un sujet qui intéresse l'opinion publique. Le deuxième critère, ça va être l'absence d'animosité personnelle. Et pour rappel, vous avez... attendez, je vais peut-être le noter, blablabla, blablabla. Les deux derniers critères qui vont ensemble, ça va être le sérieux de l'enquête et la fiabilité des sources. Est-ce que la personne a fait des recherches diligentes et est-ce que les informations, l'endroit où elle a trouvé ces informations sont d'habitude fiables ou est-ce qu'on pouvait raisonnablement penser que ces sources étaient fiables? Si jamais ces 4 critères sont remplis, on va considérer que la personne est de bonne foi et donc que l'infraction de diffamation n'est pas constituée. Et si jamais il manque un de ces critères, eh bien, l'exception n'est pas remplie, le moyen de défense n'est pas rempli et on considérera que c'est de la diffamation. Blablabla, diffamation publique-privée, plus sanction. Et dans les exceptions, on va avoir, j'ai oublié, exception de vérité plus bonne foi. Et les 4 critères de la bonne foi. Et donc, dans la mineure, eh bien, on va vérifier est-ce qu'on est bien sur une allégation ou une imputation. Est-ce qu'on cherche à atteindre à l'honneur ou à la considération, à la réputation de la personne? Donc on va cocher les cases à chaque fois. Hein. Est-ce que c'est une imputation? Est-ce que c'est une allégation? Est-ce qu'on cherche à atteindre à la réputation? Toutes les cases pour l'instant sont cochées. Est-ce que c'est public ou privé? Bah, c'est sur une plateforme Internet. On n'est clairement pas dans la communauté d'intérêt, donc on est sur de la diffamation publique, ce qui amène soit à 12 000 € d'amende, soit à 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Est-ce qu'on est sur de la discrimination, n'importe quoi, sur de la diffamation ayant un caractère lié à l'origine ethnique, etc. A priori, non. Donc on continue à cocher les cases. Enfin, on vérifie. Exception de vérité, a priori, difficile de rapporter la vérité des propos amenés, notamment en ce qui concerne les premiers propos. Concernant les deuxièmes, éventuellement, mais il y a fort à parier, par exemple, que la consommation d'alcool ou la consommation de drogue dans le cadre de la vie privée soit justement relève de la vie privée. De l'autre côté, si c'est notoire, eh bien, on pourrait éventuellement mettre en place l'exception de vérité sans qu'il y ait besoin, si jamais c'est déjà connu, eh bien, c'est pas de la diffamation, on sera littéralement dans l'exception de vérité. Si jamais ce n'est pas connu, eh bien, pour le prouver, il faudra faire une atteinte à la vie privée, donc on ne pourra pas mettre en œuvre l'exception de vérité, ce qui nous amène à la deuxième exception possible de soulever, exception de bonne foi. Et l'exception de bonne foi, elle ne pourra pas être remplie tout simplement parce qu'on a très clairement le deuxième critère, celui de l'animosité personnelle, qui fait défaut. On est clairement dans une situation remplie d'animosité personnelle et donc aucunement de la bonne foi. Et donc la conclusion, ça va être de dire que, sauf à prouver la vérité des faits, ce qui va être extrêmement compliqué, puisque ce que je vous disais, soit effectivement c'est déjà connu, auquel cas ça passe, mais si jamais ce n'est pas le cas, ça va être une atteinte à la vie privée, eh bien, on est dans de la diffamation et on est sur le risque de 12 000 € d'amende. Alors,
petite pause, on vérifie que tout le monde est bon. C'est bon pour vous? Oui. Ok, alors, on part sur le dernier cas pratique. Je vous l'avais dit, ça va très vite. Alors évidemment, là, ça va très vite parce que je parle et que je parle très vite, mais à écrire, c'est toujours un peu plus long. Dernier cas pratique. Hop, hop. Donc, dernier cas pratique qui était tout simplement, là vraiment les cas pratiques, j'avais été très gentil, je les avais mis vraiment dans l'ordre dont le cours est monté. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas sur votre sujet d'examen, j'ai un doute, je vérifierai ça plus tard, c'est pas grave, ça ne change rien. Donc, dernier cas pratique, publicité comparative. Quel est le statut de la publicité comparative? Encore une fois, la question c'était pour avoir la définition, les éléments, les conditions de licéité et quelles sont les sanctions après. On suit toujours cette même méthode. Donc, la publicité comparative, elle est définie à l'article L122.1 du Code de la consommation. Cet article L122.1, en gros, il vous dit que la publicité comparative, c'est celle qui met en comparaison des biens et des services et qui identifie implicitement ou explicitement un concurrent, ou bien qui identifie explicitement ou implicitement les biens et services offerts par le concurrent. Ensuite, les conditions de licéité, elles sont listées toujours par l'article L122-1 et il y a globalement 3 conditions de licéité. La première, ça va être de dire que la publicité, elle ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur le consommateur. La deuxième condition, ça va être de dire qu'elle porte sur des biens et services comparables, qui répondent, et en gros comparables, c'est qui répondent aux mêmes besoins ou ayant les mêmes objectifs. Voilà, c'est ça. Et la troisième condition, ça va être de dire qu'elle compare objectivement des caractéristiques essentielles dont fait partie le prix depuis l'ordonnance de 2000. Et ces caractéristiques essentielles, elles doivent être pertinentes, vérifiables et représentatives. Donc, pertinentes, vérifiables et représentatives, du bien ou du service comparé. Alors, blablabla, donc on donne la définition, donc c'est L122.1 du Code de la consommation, plus les 3 critères qu'on a évoqués. Donc ensuite, on explique un petit peu, parce qu'en vrai, les 3 critères sont quand même assez clairs, mais on rentre un petit peu plus dans les détails quand il y a besoin. Donc on explique que cette comparaison, cette publicité comparative, elle ne doit pas être floue. La comparaison, elle doit être claire, ne doit pas être floue, elle doit porter sur des éléments objectifs et donc ne pas porter sur des opinions personnelles. Qu'est-ce qu'on peut préciser d'autre là-dessus? Attendez, je revérifie. Le sujet, qu'est-ce qui peut être important? Dans le sujet. Oui, on peut éventuellement parler des conditions de support, même si je pense que c'est pas dans le sujet, là, c'était pas vraiment la peine. Donc on pouvait juste évoquer que la publicité comparative est interdite sur certains supports, mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire, surtout quand on commence à manquer de temps. Et surtout, là par contre, ce qui est très important de préciser, c'est que la publicité comparative ne doit pas pousser la comparaison jusqu'au dénigrement ou jusqu'à la confusion. Donc le dénigrement, je vous le rappelle, mais le dénigrement, ça va être de dire que la marque que vous comparez est nulle. Vous avez le droit de dire notre produit est meilleur que tel produit pour telle et telle raison qui sont objectivement vérifiables, mais la comparaison ne doit pas vous faire dire, eh bien en fait, le produit de notre concurrent est nul. Voilà, ça c'est du dénigrement. De l'autre côté, la confusion, ça va être un peu dans l'autre sens, ça va être de faire en sorte, à travers la comparaison, de faire croire que votre produit
c'est la même chose que le produit que vous comparez ou que vous appartenez, vous êtes une sous-marque, entre guillemets, de la marque que vous comparez. Voilà. Parce que le problème, c'est que vous êtes, dans les hypothèses de publicité comparative, comme c'est le cas, vous êtes souvent obligé d'utiliser la marque de votre concurrent ou des produits que vous comparez, ce qui forcément crée dans les faits un éventuel risque de confusion. Et dans la publicité comparative, vous devez bien maintenir cette idée que la référence à la marque concurrente est bien une référence à une marque différente et qu'il n'y a pas d'affiliation, que vous êtes juste en train de comparer des éléments qui sont des caractéristiques essentielles, vérifiables, objectives. Et donc là, on a globalement défini, expliqué les différents éléments. Il nous reste la sanction. Donc les sanctions, on l'a vu, hein, c'est les fameux 50% du budget publicitaire. Ça peut être, si jamais il y a... non, attendez, là je suis en train de me confondre. C'est 50% du budget publicitaire, point. Sinon, c'est pour les pratiques commerciales trompeuses et pour les publicités pour l'alcool, donc ça, on s'en fout. Donc, la sanction. Et ensuite, dans la mineure, on vérifie, est-ce qu'on est bien sur une publicité comparative? Donc, est-ce que on identifie, est-ce que le concurrent est bien identifié ou identifiable? Oui. Maintenant, est-ce que la publicité est a priori licite? Ça se débat beaucoup plus dans la mesure où on n'est pas sûr que ça porte sur des caractéristiques essentielles, des caractéristiques pertinentes. Typiquement, oui, vous ne voyez pas ce que je suis en train de surligner, mais c'est pas grave, mais quand vous dites YouTube, mais en mieux, on est plus proche du dénigrement que de la comparaison de caractéristiques essentielles. Là, vous évoquez une supériorité générale et donc vous ne pouvez pas prouver facilement pourquoi c'est mieux. Donc là, on serait potentiellement plus sur du dénigrement et surtout, on ne compare pas objectivement des caractéristiques essentielles. Par contre, la deuxième publicité, YouTube sans la pub, là, j'aurais accepté qu'on considère que ce soit une caractéristique essentielle. Si vous me dites la publicité, c'est un truc qui fait chier tout le monde sur YouTube, et donc YouTube sans la pub, c'est une manière de comparer deux services à travers une caractéristique qui est fondamentale pour les utilisateurs, donc YouTube sans la pub, c'est une comparaison objective d'une caractéristique essentielle et vérifiable, je l'aurais accepté. Par contre, si vous me dites que la publicité sur une plateforme, c'est pas quelque chose de fondamental, puisque en réalité, ce qui importe, ça va être les contenus postés par les utilisateurs et que la publicité, c'est simplement une caractéristique accessoire et donc que ça ne rentrait pas dans les critères, je l'aurais accepté aussi. Il y a toujours dans un cas pratique, enfin toujours dans beaucoup d'hypothèses dans les cas pratiques, vous avez à prendre vous-même une décision. C'est-à-dire que la solution ne vous tombe pas dessus. Vous avez le droit de prendre position, de dire non, dans cette situation, ça va plutôt être ça. Moi, je pense que ça va être ça. Et de justifier pourquoi vous pensez que, en l'occurrence, ça va être une caractéristique essentielle ou ça ne va pas être une caractéristique essentielle. Quoi qu'il en soit, dans la conclusion, vous êtes obligé de dire que il y a de fortes chances que la publicité YouTube, mais en mieux, soit une publicité qui est illicite et que l'autre publicité peut ou peut ne pas être licite, et donc sanction plus, d'ailleurs je l'ai oublié, mais dans la sanction, la possibilité de demander le retrait de cette publicité. Et je crois qu'on a fini. Voilà, donc en 55 minutes de monologue, on a fini. Est-ce que vous avez des questions sur ça, sur autre chose, sur quoi que ce soit qui est relatif au cours? Moi, j'avais une question, monsieur. Mhm. Dans le cas numéro 3, quand il faut donner la définition de la diffamation publique et privée, même si on sait d'avance, par exemple, que notre cas il concerne de la diffamation publique, on doit donner diffamation privée quand même? Alors, ce que je vous invite à faire, ça va être toujours un peu comme ce que j'ai fait pour le cas pratique relatif au droit d'auteur, c'est vous évoquez la diffamation, vous dites la diffamation, elle peut être publique ou privée, voilà, et vous donnez juste on va appeler ça une proto-définition de ce qu'est la diffamation privée,
parce qu'on doit comprendre quand même que vous savez quel est le critère de distinction, ou alors vous expliquez vraiment ce qu'est la diffamation publique. Et en fait, pour expliquer ce qu'est la diffamation publique, il faut forcément comparer par rapport à la diffamation privée. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouviez dire la diffamation, elle peut être publique ou privée. La diffamation dans un média, en ce qu'elle est susceptible de toucher un large public, est nécessairement de la diffamation publique. Et donc, on comprend, en lisant votre réponse, que la diffamation privée, c'est celle qui va toucher ou qui est susceptible de toucher qu'un petit nombre de personnes. D'accord? Mais il faut forcément établir la distinction entre les deux. Ok. Ok, je vois. Ça répond à votre question? Ouais? Oui. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Oui, sinon j'en ai une. Ah, ouais, je vous écoute. Est-ce que pour les sanctions qui sont applicables dans chaque cas, il faut les donner dans la majeure ou juste de les dire dans la conclusion? Non, toujours dans la majeure. Alors oui, ça c'est une autre règle, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais en gros, une fois que vous avez terminé votre majeure, il n'y a aucune nouvelle règle de droit, et une sanction c'est une règle de droit, il n'y a aucune nouvelle règle de droit qui peut apparaître dans votre mineur ou dans votre conclusion. En gros, si dans votre conclusion, vous évoquez une règle de droit qui n'a pas été évoquée dans la majeure, c'est que vous avez mal construit votre syllogisme. Donc à chaque fois, si jamais vous avez une sanction dans la conclusion, ça veut dire que vous en avez déjà parlé dans la majeure. Ok, merci. Je vous en prie. Ok, bon bah a priori c'est bon pour vous. Alors je reste disponible de toute manière jusqu'à la date de votre examen. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon mail perso ou m'envoyer un message sur Teams. Là, on en a terminé, j'ai l'impression. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Et bon courage, évidemment, pour tous vos examens et surtout bonne semaine de révision, bonne semaine de vacances à tous. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.